1965, les ingénieurs de Sikorsky Aircraft Corporation regardaient avec amertume les hélicoptères de leurs concurrents sillonner le ciel du Vietnam. Pendant une décennie entière, cette entreprise légendaire avait perdu absolument tous les concours militaires auxquels elle avait participé. L'hélicoptère utilitaire de l'armée était parti chez Bell avec leur UH-1 Huey. Le transport lourd avait été remporté par Boeing avec leur CH-47 Chinook. Même les contrats secondaires leur échappaient systématiquement. Pour une compagnie qui avait révolutionné l'aviation à voilure tournante, c'était une humiliation insupportable. Mais le coup le plus dur allait venir en novembre 1965, lorsque l'armée américaine rejeta leur proposition S-66 pour le programme Advanced Aerial Fire Support System. Les généraux trouvaient le design trop risqué, trop audacieux. Ils préférèrent confier le contrat à Lockheed et leur CL-840 Cheyenne. Les dirigeants de Sikorsky encaissèrent le choc en silence, mais dans les bureaux d'ingénierie, une rage froide s'installait. Pendant 4 longues années, les techniciens de Sikorsky observèrent le développement du Cheyenne comme des faucons surveillant leur proie. Chaque rapport d'essai, chaque problème mécanique était analysé, décortiqué, mémorisé. Ils voyaient les ingénieurs de Lockheed se débattre avec leurs rotors rigides, avec leur hélice propulsive qui refusait de fonctionner correctement. Les pannes s'accumulaient, les délais explosaient, les coûts grimpaient de façon astronomique. En mai 1969, l'inévitable se produisit. L'armée américaine annula brutalement le contrat de production du Cheyenne. Des centaines de millions de dollars partaient en fumée. Le programme qui devait dominer les jungles vietnamiennes n'existerait jamais. Mais pendant que Lockheed pleurait son échec, dans les salles de conception de Sikorsky, une équipe secrète travaillait déjà sur quelque chose de révolutionnaire. John McKenna, vice-président exécutif de l'entreprise, avait pris une décision folle qui aurait pu ruiner la compagnie. Sans un seul dollar de financement militaire, sans garantie de contrat, sans même l'autorisation officielle du Pentagone, il allait construire l'hélicoptère d'attaque le plus puissant jamais conçu. Les derniers jours de décembre 1969 furent consacrés à convaincre la United Aircraft Corporation de parier sur ce projet insensé. McKenna présenta des plans qui combinaient le meilleur du Cheyenne raté, du S-61F en développement et de leur propre S-66 rejeté. Ce serait un prédateur aérien capable de détruire les blindés soviétiques à distance, de foncer à des vitesses jamais atteintes, de transporter des tonnes d'armement et de ramener son équipage vivant même après avoir encaissé des tirs nourris. Le conseil d'administration hésita pendant des semaines. 3 millions de dollars, c'était une fortune à risquer sur un pari aussi dangereux. Mais en janvier 1970, ils signèrent. Le programme S-67 Black Hawk était officiellement lancé. McKenna imposa alors des conditions qui semblaient impossibles à tenir. L'équipe disposerait de 9 mois seulement pour construire un prototype volant. Pas un jour de plus. Chaque centime devait être compté, chaque heure optimisée. Les ingénieurs qui entendirent ces exigences crurent d'abord à une plaisanterie. Construire un hélicoptère révolutionnaire en moins d'1 an avec un budget serré relevait de la pure folie. Pourtant, en février 1970, dans l'usine de Stratford, au Connecticut, les premières pièces du fuselage commencèrent à prendre forme. Les équipes travaillaient jour et nuit, 7 jours sur 7. Chaque composant était fabriqué avec une précision maniaque. Le fuselage ultra fin mesurait seulement 1,17 m de large, juste assez pour que le pilote et le mitrailleur soient assis en tandem sous une verrière unique. Cette conception radicale offrait 2 avantages mortels. D'abord, la vitesse serait phénoménale, car la résistance aérodynamique était minimale. Ensuite, présenter une cible aussi étroite aux artilleurs ennemis réduisait considérablement les chances d'être touchés. Les ailes amovibles de 8,20 m portaient une innovation jamais vue sur un hélicoptère.
Chacune était équipée de 3 freins aérodynamiques qui pouvaient se déployer en 3 secondes chrono. Pendant un combat, le Black Hawk pourrait ralentir 2 fois plus vite que n'importe quel autre appareil, permettant des manœuvres impossibles pour acquérir des cibles avec une précision diabolique. Les semaines défilaient à une vitesse vertigineuse. En juillet 1970, soit 7 mois seulement après le début de la construction, l'impossible était devenu réalité. Le prototype était terminé, assemblé, vérifié. Mieux encore, le projet avait coûté 2 900 000 $, 100 000 $ en dessous du budget initial. Le 20 août 1970, sous un ciel parfaitement bleu du Connecticut, le S-67 Black Hawk s'arracha du sol pour la première fois. Les turbines General Electric T-58 GE5 hurlèrent dans l'air du Connecticut tandis que le Black Hawk montait vers le ciel. Chacune des 2 turbines développait 1500 chevaux, la même puissance que celle utilisée sur le S-61, mais cette fois concentrée dans un fuselage 2 fois plus étroit. Le pilote d'essai sentit immédiatement que cette machine n'avait rien à voir avec les hélicoptères conventionnels. La réactivité des commandes dépassait tout ce qu'il avait connu. Le moindre mouvement du manche cyclique se traduisait instantanément par une réponse agressive de l'appareil. C'était comme piloter un chasseur à réaction plutôt qu'un hélicoptère. Les roues avant doubles se rétractaient dans des carénages latéraux, rendant la silhouette encore plus agressive et aérodynamique. Seule la roulette arrière restait fixe à l'arrière du fuselage. Dès les premières heures de vol, l'équipe technique comprit qu'elle avait créé quelque chose d'extraordinaire. Le rotor principal, avec ses pales aux extrémités en flèche, atteignait des vitesses de Mach 0,9 sans la moindre vibration parasite. Aucun hélicoptère au monde ne pouvait prétendre à de telles performances. L'aileron vertical massif assurait une stabilité directionnelle incroyable, une innovation totale pour l'époque. Mais le véritable génie se révélait à partir de 74 km/h. À cette vitesse précise, l'aileron commençait à compenser le couple du rotor principal, soulageant progressivement le rotor de queue de son travail. Si jamais un tir ennemi détruisait le rotor arrière en plein combat, le Black Hawk pouvait continuer à voler et rentrer à la base en toute sécurité. Cette caractéristique, à elle seule, valait une fortune en vie sauvée. Les semaines suivantes furent consacrées à pousser la machine dans ses retranchements. Les pilotes enchaînaient les loopings, les tonneaux, les décrochages contrôlés. Le Black Hawk encaissait des manœuvres dignes d'un avion de voltige. Les accéléromètres enregistraient régulièrement 3G pendant les virages serrés, une performance stupéfiante pour un hélicoptère. Un pilote d'essai déclara après son vol que la visibilité depuis les 2 postes de pilotage était absolument excellente et que l'appareil répondait comme un pur sang de course. Les freins aérodynamiques révélèrent leur potentiel mortel lors des simulations de combat. En 3 secondes exactement, les 6 volets se déployaient depuis les ailes, augmentant la décélération de 100% en vol horizontal et de 40% en piqué. Un pilote pouvait foncer à pleine vitesse vers une cible, déployer les freins, acquérir et détruire l'objectif, puis repartir avant même que l'ennemi ne réalise ce qui venait de se passer. Cette capacité de freinage instantané transformait le Black Hawk en prédateur imprévisible. En décembre 1970, Kurt Cannon grimpa aux commandes avec son copilote Byron Graham pour une tentative officielle de record. Le parcours mesurait exactement 2,99 km. Les turbines furent poussées à leur maximum. Le Black Hawk traversa le circuit comme une balle de fusil. Lorsque les chronométreurs annoncèrent le résultat, personne ne voulut y croire. 348,7 km/h de moyenne. Le record mondial de vitesse pour un hélicoptère venait d'être pulvérisé. Aucune machine à rotor au monde ne pouvait rivaliser. Les militaires commencèrent à s'intéresser sérieusement à cet appareil, qui n'avait pourtant reçu aucun financement officiel. L'armée proposa un contrat d'évaluation pour tester les freins aérodynamiques, le stabilisateur horizontal et les capacités de manœuvre globales.
En juillet 1972, le Black Hawk fut convoyé jusqu'à Edwards Air Force Base en Californie. Les ingénieurs militaires allaient enfin pouvoir examiner cette bête de près. Pendant des semaines, les meilleurs pilotes de l'armée de l'air se succédèrent aux commandes. Tous revenaient avec le même verdict enthousiaste. Le S-67 surpassait absolument tout ce qui volait dans les années 60 et 70. La maniabilité était incomparable. La puissance de feu potentielle donnait le vertige. Les points d'emport sous les ailes pouvaient accueillir 7000 livres d'armement. Canons de 20 et 30 mm en tourelle, lance-grenades de 40 mm, roquettes montées sur pylônes, missiles TOW anti-chars. Le Black Hawk pouvait emporter assez de munitions pour raser un bataillon blindé entier. Les réservoirs auxiliaires fixés sur les ailes permettaient de voler 966 km à vitesse maximale pour des missions de recherche et sauvetage en territoire hostile. L'évaluation technique révéla seulement 39 défauts mineurs. Des problèmes de stabilisation lors de certaines manœuvres extrêmes, l'absence de poignées d'accès d'urgence extérieure, le placement peu pratique de certains panneaux d'avertissement, des détails insignifiants comparés aux performances globales. Puis vint 1972. L'armée organisa une compétition directe entre le S-67 et le Bell 309 King Cobra pour choisir son nouvel hélicoptère d'attaque. Sikorsky proposa une version de production améliorée du Black Hawk. Les chances de victoire semblaient excellentes. Mais les généraux prirent une décision totalement inattendue. Ils refusèrent les deux appareils et lancèrent un programme entièrement nouveau baptisé Advanced Attack Helicopter. Ce programme donnerait naissance au légendaire AH-64 Apache, mais cela prendrait encore des années de développement et des milliards de dollars supplémentaires. Le refus de l'armée aurait dû signer l'arrêt de mort du programme Black Hawk. N'importe quelle autre entreprise aurait abandonné immédiatement face à un tel rejet. Mais John McKenna et son équipe refusèrent de baisser les bras. Ils avaient investi trop d'efforts, trop d'argent personnel, trop de nuits blanches pour laisser cette machine exceptionnelle mourir dans un hangar. La décision fut prise de continuer les améliorations sans aucune garantie de rentabilité future. C'était de la folie pure du point de vue financier, mais les ingénieurs étaient devenus obsédés par leur création. Le prototype retourna à Stratford, où commença une série de modifications ambitieuses. Les techniciens installèrent d'abord un système de navigation de pointe qui permettrait des vols de précision même dans l'obscurité totale. Un affichage tête haute fut intégré dans le cockpit, technologie révolutionnaire pour un hélicoptère à cette époque. Les pilotes pourraient désormais garder les yeux fixés sur l'horizon pendant le combat, tout en recevant toutes les informations vitales projetées directement devant eux. Un système de vision nocturne fut monté sur le nez de l'appareil. Les capteurs pouvaient détecter la chaleur émise par les véhicules ennemis à plusieurs kilomètres de distance. Une caméra basse luminosité complétait le dispositif pour les missions de surveillance prolongée. Le Black Hawk devenait un chasseur nocturne, capable de traquer ses proies dans le noir absolu. Une nouvelle tourelle fut développée pour remplacer le système d'armement d'origine. Plus légère, plus rapide, plus précise. Les servants d'armes pourraient verrouiller des cibles mobiles même pendant des manœuvres violentes. Mais les modifications les plus visibles concernaient la structure elle-même. Des gouvernails furent ajoutés sur les ailerons ventral et dorsal pour améliorer encore le contrôle enlacé. L'espace derrière le siège du pilote fut complètement repensé pour créer un compartiment de transport. 6 soldats entièrement équipés pouvaient maintenant prendre place dans le fuselage étroit. Cette polyvalence transformait le S-67 en machine multirôle, capable d'attaquer des positions fortifiées, puis d'évacuer des troupes sous le feu ennemi. Les ingénieurs ajoutèrent des points d'emport supplémentaires sous les ailes pour accrocher encore plus de missiles. Un crochet ventral fut installé sous le fuselage, permettant de transporter une charge externe de 3175 kg. Le Black Hawk pouvait désormais livrer du matériel lourd directement sur le champ de bataille ou évacuer des équipements sensibles depuis des zones dangereuses. Toutes ces améliorations furent testées minutieusement pendant des mois. Les vols d'essai se succédaient sans interruption. Chaque système fut validé dans des conditions extrêmes. Les performances restaient extraordinaires malgré le poids supplémentaire.
La vitesse maximale demeurait largement supérieure à tous les concurrents potentiels. Pendant ce temps, la guerre du Vietnam touchait à sa fin chaotique. Les derniers hélicoptères américains évacuaient Saigon en avril 1975 sous les tirs de l'artillerie nord-vietnamienne. Le Black Hawk, cette machine conçue spécifiquement pour dominer les jungles vietnamiennes, n'avait jamais eu l'occasion de montrer ses capacités au combat. Des milliers de soldats étaient morts sous les rotors des Huey vulnérables qui auraient pu être protégés par la puissance de feu du S-67. Mais les bureaucrates du Pentagone avaient préféré attendre un hypothétique appareil parfait plutôt que d'utiliser une machine exceptionnelle immédiatement disponible. Sikorsky cherchait désespérément des acheteurs potentiels. Les représentants commerciaux contactèrent des dizaines de pays alliés. Certaines forces aériennes manifestèrent un intérêt poli, mais personne ne signa de bon de commande. Le prix d'un appareil unique était prohibitif. Sans production en série, les coûts restaient astronomiques. L'été 1974 approchait et la situation financière devenait critique. Le prototype, magnifique mais inutile, avait englouti des millions sans générer le moindre centime de revenus. Les comptables réclamaient l'arrêt immédiat du programme. Puis quelqu'un eut une idée de dernière chance. Le salon aéronautique de Farnborough, en Angleterre, était le rendez-vous mondial de l'industrie aérospatiale. Des dizaines de milliers de visiteurs, des centaines d'acheteurs militaires, la presse internationale au grand complet. Si le Black Hawk pouvait impressionner ce public exigeant lors de démonstrations spectaculaires, peut-être que les commandes afflueraient enfin. La direction donna son accord pour cette opération désespérée. Le prototype unique et irremplaçable serait chargé sur un cargo et expédié à travers l'Atlantique. Les risques étaient énormes. Une tempête en mer, un problème de chargement et des années de travail partiraient par le fond de l'océan. Mais c'était la dernière carte à jouer. En juillet 1974, le S-67 fut soigneusement démonté, emballé, sécurisé dans des caisses renforcées. Les techniciens supervisèrent personnellement chaque étape du chargement sur le navire. La traversée dura 2 semaines angoissantes. Chaque jour, McKenna attendait le télégramme annonçant une catastrophe qui ne vint jamais. Début août, le cargo accosta en Angleterre. Le Black Hawk fut déchargé avec des précautions infinies, puis transporté par camion jusqu'à la Royal Air Force Base de Woodbridge dans l'East Anglia. Les mécaniciens britanniques observaient avec curiosité cet hélicoptère américain aux lignes agressives. Le réassemblage commença immédiatement. Chaque boulon fut serré selon les spécifications exactes. Les turbines furent testées longuement. Les commandes de vol vérifiées 100 fois. Kurt Cannon, le pilote qui avait établi le record de vitesse, était venu spécialement pour piloter les démonstrations. Son copilote, Stu Craig, l'accompagnait. Ensemble, ils avaient accumulé des centaines d'heures sur le Black Hawk. Ils connaissaient cette machine mieux que quiconque. Les jours précédant le salon aéronautique transformèrent la base de Woodbridge en ruche bourdonnante d'activités. Des dizaines d'appareils venus du monde entier arrivaient quotidiennement. Chasseurs supersoniques français, bombardiers britanniques, hélicoptères allemands, tous se préparaient pour les démonstrations qui allaient fasciner le public. Le Black Hawk occupait un emplacement privilégié sur le tarmac. Les journalistes spécialisés tournaient autour avec leurs caméras, photographiant sous tous les angles ce prédateur américain dont la réputation de vitesse était déjà légendaire. Les attachés militaires de nombreux pays venaient examiner de près cette machine qui prétendait révolutionner le combat héliporté. Cannon et Craig effectuèrent plusieurs vols d'entraînement au-dessus de la campagne anglaise. Chaque manœuvre se déroulait parfaitement. Les loopings enchaînés arrachaient des exclamations admiratives aux spectateurs au sol. Les tonneaux serrés démontraient une agilité impossible pour un hélicoptère conventionnel. Les piquets, suivis de remontées brutales, prouvaient la solidité exceptionnelle de la structure. Le S-67 répondait comme un champion affûté, prêt pour la performance de sa vie. Les organisateurs du salon avaient prévu un programme de vol ambitieux. Cannon devait d'abord effectuer une série de passages à haute vitesse pour montrer les capacités en ligne droite. Ensuite viendrait la démonstration de combat avec virages serrés, freinage d'urgence et manœuvres d'évasion. Le final consisterait en une séquence acrobatique pure qui laisserait le public bouche bée.
Tout était minutieusement chorégraphié. Mais avant le grand show public, une session spéciale était organisée pour la presse internationale. Les journalistes voulaient du spectaculaire, du jamais vu, des images exclusives qui feraient la une de leur magazine. Canon connaissait parfaitement les attentes. Il avait déjà ébloui des dizaines d'audiences avec le Black Hawk. Cette démonstration ne serait qu'une routine supplémentaire avant le véritable événement. Le matin fatidique se leva sous un ciel anglais typiquement gris. Une bruine fine tombait par intermittence, mais les conditions météorologiques restaient acceptables pour voler. Les caméramans installèrent leur matériel aux meilleurs emplacements. Les photographes chargèrent leurs appareils avec des pellicules haute sensibilité. Les rédacteurs en chef avaient déjà réservé des pages entières pour couvrir ce moment historique. Canon et Craig grimpèrent dans le cockpit vers 11h du matin. Les vérifications pré-vol furent exécutées avec le professionnalisme habituel. Les turbines s'allumèrent dans un rugissement familier. Le rotor principal commença sa rotation progressive jusqu'à atteindre le régime optimal. Les instruments affichaient tous des valeurs normales. Aucun voyant d'alerte ne clignotait. La machine semblait en parfaite santé. Le contrôle aérien donna l'autorisation de décoller. Le Black Hawk se souleva doucement du tarmac, puis prit de l'altitude rapidement. Les premiers passages furent exécutés sans problème. L'hélicoptère filait au-dessus de la piste à des vitesses vertigineuses, son fuselage étroit le faisant ressembler à une flèche noire. Les caméras tournaient frénétiquement pour capturer chaque seconde. Canon décida alors de montrer quelque chose de vraiment spectaculaire. Un tonneau à basse altitude avec virage sur la droite, une manœuvre qu'il avait réalisée des centaines de fois auparavant. La combinaison parfaite de puissance et de grâce qui démontrerait la supériorité absolue du S-67. Il poussa le manche cyclique et entama la rotation. Le Black Hawk bascula sur le côté droit. Les pales du rotor décrivaient un cercle parfait dans l'air humide. Mais quelque chose se passa terriblement mal. Peut-être une rafale de vent imprévue, peut-être une erreur de jugement sur l'altitude exacte, peut-être une fraction de seconde d'inattention. Personne ne saurait jamais avec certitude. Le rotor principal percuta le sol avec une violence épouvantable. Les pales en composite se brisèrent instantanément en milliers de fragments qui fusèrent dans toutes les directions comme des projectiles mortels. Le fuselage heurta la terre à pleine vitesse dans un fracas métallique horrible. L'inertie fit rebondir l'épave qui retomba lourdement sur le flanc. Les réservoirs de carburant se déchirèrent, le kérosène se répandit partout. Miraculeusement, aucune flamme ne jaillit immédiatement. Les équipes de secours garées en attente foncèrent vers l'épave avant même que les débris ne cessent de pleuvoir. Les pompiers arrosèrent préventivement la carcasse tordue pour empêcher tout départ de feu. Les médecins militaires extirpèrent les 2 hommes de la cabine écrasée. Stu Craig, le copilote, ne respirait plus. L'impact lui avait brisé la nuque instantanément. Sa mort avait été immédiate, sans souffrance. Kurt Canon vivait encore, mais ses blessures étaient catastrophiques. Traumatisme crânien sévère, côtes enfoncées, hémorragie interne massive. Les ambulances l'évacuèrent en urgence vers l'hôpital le plus proche. Les chirurgiens se battirent pendant des heures pour le maintenir en vie. Pendant 9 jours entiers, Canon lutta contre la mort avec l'acharnement d'un pilote de combat. Mais les dégâts étaient trop importants. Son corps céda finalement le 9e jour. L'homme qui avait établi le record mondial de vitesse, qui avait prouvé que le Black Hawk était une merveille technologique, s'éteignit dans un lit d'hôpital anglais loin de chez lui. Sur le tarmac de Woodbridge, l'unique prototype du S-67 n'était plus qu'un amas de métal tordu et de composites fracassés. 7 années de développement, des millions de dollars investis, des milliers d'heures de travail, tout avait été anéanti en quelques secondes terribles. La nouvelle de la catastrophe traversa l'Atlantique comme une onde de choc. Dans les bureaux de Stratford, au Connecticut, John McKenna reçut le télégramme qui annonçait la destruction totale du prototype et la mort des 2 pilotes. L'homme qui avait risqué sa carrière pour ce projet comprit immédiatement que tout était terminé. Aucun conseil d'administration n'accepterait jamais de financer la construction d'un second exemplaire après un tel désastre. Les assurances couvriraient peut-être une partie des pertes matérielles,
Mais comment remplacer 2 vies humaines sacrifiées pour rien? Les ingénieurs qui avaient consacré des années à perfectionner chaque détail du Black Hawk restèrent silencieux pendant des jours. Certains pleurèrent en apprenant la mort de Cannon et Craig qu'ils connaissaient personnellement. D'autres fixaient les plans techniques accrochés au mur en se demandant où leur conception avait échoué. Les calculs aérodynamiques étaient parfaits. Les tests structurels avaient validé chaque composant. Pourtant, leur chef-d'œuvre gisait maintenant en pièces détachées sur un tarmac britannique. Les comptables présentèrent rapidement leur rapport final. Le programme S-67 avait englouti exactement 3 090 000 $ sans générer le moindre revenu. Aucun contrat militaire n'avait été signé. Aucun pays étranger n'avait passé commande. Le prototype unique n'avait jamais tiré un seul coup de feu au combat. Toute cette technologie révolutionnaire, tous ces records de vitesse, toutes ces innovations comme les freins aérodynamiques ou le système de compensation du rotor de queue n'avaient servi absolument à rien. La réunion du conseil d'administration fut brève et douloureuse. McKenna proposa mollement de reconstruire un nouveau prototype en utilisant les plans existants. Les actionnaires rejetèrent la proposition sans même débattre. Le programme Black Hawk était officiellement abandonné. Les équipes furent dissoutes, les ingénieurs réaffectés sur d'autres projets. Les plans rangés dans les archives poussiéreuses, pendant 2 longues années, Sikorsky digéra cet échec cuisant en silence. L'entreprise continuait à perdre des contrats face à ses concurrents. Les hélicoptères Bell dominaient toujours le marché militaire américain. Boeing raflait les commandes de transport lourd. Sikorsky semblait condamné à rester éternellement la 2e ou 3e option pour l'armée. Mais en 1976, une opportunité inattendue se présenta. L'armée américaine lança le programme Utility Tactical Transport Aircraft System pour remplacer ses vieux Huey vieillissants. Un hélicoptère utilitaire moyen capable de transporter des troupes, d'évacuer des blessés, de livrer du matériel. Exactement le type de compétition que Sikorsky perdait systématiquement depuis 15 ans. Pourtant, cette fois, quelque chose de différent se produisit. Les ingénieurs avaient appris de leurs échecs passés. Ils proposèrent le U-60A, un design robuste, fiable, éprouvé. Pas de technologie expérimentale risquée, pas de performance extrême impossible à maintenir. Juste un bon hélicoptère solide qui ferait le travail demandé sans complications. Contre toute attente, l'armée sélectionna la proposition de Sikorsky comme gagnante. Après 15 années de défaites humiliantes, l'entreprise remportait enfin un contrat majeur. La production en série fut rapidement lancée. Les premières unités sortirent des chaînes d'assemblage en 1979. Il fallait maintenant trouver un nom pour ce nouvel hélicoptère qui allait équiper des milliers de soldats américains. Les responsables marketing proposèrent diverses options. Certains suggéraient des noms d'oiseaux de proie, comme pour l'Apache ou le Cobra. D'autres voulaient honorer des héros militaires américains. Mais McKenna, qui n'avait jamais oublié le S-67, fit une proposition différente. Le nouvel hélicoptère s'appellerait Black Hawk, en souvenir du prototype magnifique qui n'avait jamais eu sa chance. Le nom fut officiellement adopté. L'ironie était cruelle et évidente. Le véritable Black Hawk, celui qui battait tous les records de vitesse, qui accomplissait des acrobaties impossibles, qui transportait assez d'armement pour détruire un régiment blindé, avait été rejeté et détruit. Le nouvel appareil qui portait son nom était infiniment plus lent, moins maniable, moins puissant. Mais c'était lui qui allait connaître la gloire. Des milliers de Black Hawk furent construits au fil des décennies suivantes. Ils combattirent dans le désert irakien, dans les montagnes afghanes, dans les jungles d'Amérique centrale. Ils évacuèrent des blessés sous le feu ennemi. Ils livrèrent des commandos pour des missions secrètes. Ils devinrent l'hélicoptère militaire le plus célèbre de l'histoire américaine. Pendant ce temps, le S-67 original dormait dans les mémoires. Quelques photographies jaunies montraient sa silhouette agressive. Des films d'archives conservaient les images de ses performances spectaculaires.
Les pilotes qui l'avaient essayé racontaient parfois son incroyable maniabilité dans les bars d'aviateurs. Mais pour le grand public, le Black Hawk était seulement ce gros hélicoptère utilitaire qui apparaissait dans les films de guerre. Le véritable précurseur, le prototype révolutionnaire qui avait ouvert la voie, était complètement oublié. Kurt Cannon et Stu Craig reposaient dans des cimetières américains, morts pour une machine que personne n'avait voulu acheter. Leur famille avait reçu des lettres de condoléances officielles et des médailles posthumes qui ne ramenaient pas les disparus. Le programme Advanced Attack Helicopter, que l'armée avait préféré au S-67, accoucha finalement de l'AH-64 Apache en 1984, 10 années complètes après la mort du Black Hawk original. Si les généraux avaient simplement accepté le S-67 en 1972, des centaines de pilotes auraient pu voler sur cette merveille technologique pendant toutes ces années perdues. Mais l'histoire militaire est remplie de ces occasions manquées, de ces décisions absurdes, de ces machines extraordinaires sacrifiées sur l'autel de la bureaucratie et de l'indécision. Le S-67 Black Hawk reste aujourd'hui le symbole parfait du gâchis et de l'incompétence. Si cette histoire vous a captivé, laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur ce destin tragique. Un like soutient le travail de recherche nécessaire pour déterrer ces récits oubliés de l'aviation militaire. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres machines extraordinaires qui auraient pu changer l'histoire, mais qui furent abandonnées trop tôt.